Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation et de la culture western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le western. Le nouveau western. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des ranchers, des historiens, des artistes, des artisans et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western et de la culture qui l'entoure. Que vous soyez cavalier, amateur de western, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. The Western tradition. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et si vous le voulez bien, prenez le temps d'y laisser une note ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Cet épisode hors-série consacré à l'histoire est un peu particulier pour moi. Avant de l'enregistrer, je devais en faire lire le texte à un ami qui, par ses lointaines origines, est devenu, entre autres, un spécialiste de l'histoire amérindienne. Malheureusement, il y a quelques jours, cet ami nous a quittés soudainement et je voudrais donc dédier cet épisode à Jean-Louis Trudel, un homme dont la générosité n'avait d'égal que son érudition. Écrivain canadien prolifique, bien connu des lecteurs de science-fiction, il était aussi professeur d'histoire à l'université d'Ottawa et c'était un homme délicieux, travailleur, pince sans rire, à l'amitié fidèle. Je veux ici adresser à sa mémoire toute mon affection. Ainsi, dans cet épisode hors-série, je vais tenter de vous raconter en moins d'une heure l'histoire de ces peuples que l'on regroupe de manière impropre sous le nom de Sioux. C'est pas une tâche aisée et il se peut que vous trouviez cet épisode un peu intense, pour ne pas dire ardu, car il y a beaucoup à dire. Alors je vous prie de m'en excuser si c'est le cas, mais accrochez-vous, car l'histoire des Sioux mérite d'être partagée. Le terme Sioux est une déformation d'un mot ojibwé signifiant à l'origine serpent ou ennemi, et il ne correspond donc pas à une réalité ou en tout cas pas à une autodésignation. Le terme reste cependant d'usage dans la littérature historique pour parler de l'Ochéti-Sakowin, le Conseil des Sept Feux, qui réunit 7 tribus, les Ti-Sakowin, les Yankton, les Yanktonais, les Mdewakanton, les Sisseton, les Wahpeton et les Wapekouté. On regroupe généralement ces 7 tribus en 3 divisions, à l'ouest les Lakota, au centre les Nakota et à l'est les Dakota. Les choses se compliquent encore si on considère que la tribu des Ti-Sakowin regroupe elle-même 7 tribus, comme les Oglala ou les Minikonju ou la fameuse tribu des Ungpapa à laquelle appartenait Sitting Bull. Alors pour vous aider à vous y retrouver, je vous ai livré un schéma sur la page consacrée à cet article sur notre site internet cheval-western.fr. Bref, vous me pardonnerez si, pour alléger le récit, j'utiliserai moi aussi le mot générique de Sioux dans un sens englobant, et je me le permets parce qu'il reste employé de manière nuancée par certains membres de ces nations eux-mêmes. Pour raconter l'histoire des Sioux, on se doit de dépasser les images simplistes. Leur destin ne se limite pas à quelques batailles célèbres, il s'inscrit dans une longue suite de transformations, d'alliances, d'innovations diplomatiques et d'adaptations successives. Du monde forestier de l'Est jusqu'aux vastes prairies, les Sioux ont su absorber des influences extérieures, contrer les ambitions coloniales, en tout cas aussi longtemps que possible, et remodeler leur environnement politique. Leur trajectoire n'a rien de linéaire, elle avance par crise, par déplacement, par recomposition constante, tout en restant guidée par une forte autonomie et des liens sociaux durables. Raconter leur histoire, c'est donc suivre un peuple dont l'influence fut déterminante dans l'Amérique du Nord et dont la rencontre avec les États-Unis, finalement dramatique, quasi fatale même, allait profondément marquer le destin du continent. Première partie, la culture des peuples Sioux.
Au-delà de leur histoire politique et de leur migration vers les Grandes Plaines, la culture des Sioux se distingue par une profondeur spirituelle et une cohérence sociale qui ont marqué tous les observateurs, des premiers missionnaires français jusqu'aux ethnologues du XIXe siècle. Leur univers religieux repose sur une vision du monde fondée sur l'interconnexion de toutes choses, un principe qu'ils nomment Wakantanka, souvent traduit par le grand esprit ou le grand tout. Alors c'est pas une divinité anthropomorphe, c'est plutôt une force vivante qui traverse le monde, qui anime les humains, les animaux, les plantes et même les phénomènes naturels. Dans cette conception, l'être humain ne domine pas la nature, il occupe une place parmi d'autres, soumis au même cycle, aux mêmes fragilités et aux mêmes obligations morales. L'une des figures centrales de cette cosmologie est Femme Bison Blanc, qui est la messagère sacrée, une sorte de prophète qui, selon les récits Lakota, apporta la pipe sacrée et les 7 rites fondamentaux. Ces rites ne se contentent pas d'organiser la vie spirituelle, ils structurent l'ensemble de la société. Ils enseignent comment maintenir la paix entre les familles, comment accueillir un enfant, comment affronter le deuil, comment prendre des décisions collectives ou encore comment rétablir l'équilibre après une faute. La spiritualité Lakota n'est jamais abstraite, elle s'incarne dans les gestes du quotidien, dans la façon de partager la nourriture, d'écouter les anciens, de respecter les cycles de la nature ou de préparer une expédition de chasse. Cette quête d'équilibre se retrouve dans leur philosophie morale, fondée sur quelques principes simples mais exigeants: bravoure, générosité, humilité et maîtrise de soi. Dans les Woodlands, comme plus tard dans les plaines, l'honneur ne se mesure pas à l'étendue des richesses, mais au contraire à la capacité de donner, de protéger les siens et de faire preuve de retenue même dans les situations les plus tendues. Ce qui est étonnant, c'est que le chef de la tribu est même souvent le plus pauvre parce que c'est celui qui doit donner le plus. L'esprit d'entraide, Wowachan Toniake, est une valeur cardinale. On ne laisse jamais un parent affamé, un enfant sans protection ou un ancien sans soins. Cette générosité est indissociable d'une autre vertu essentielle, la parole tenue. Pour un chef, pour un guerrier, pour un chasseur, la fiabilité est la base de la réputation. Et la réputation, chez les Sioux, ça vaut bien davantage qu'un titre ou qu'un poste. Dans cette société, les femmes occupent une place centrale, bien plus importante que ne le laissent supposer les images hollywoodiennes. Elles sont les gardiennes du foyer, de l'économie quotidienne, ce sont elles qui préparent les pots, qui érigent les tipis, qui gèrent les réserves de nourriture, qui organisent les déplacements. Leur travail conditionne la mobilité même du peuple. Elles contrôlent également une partie essentielle de la vie politique, les décisions concernant les mariages, l'adoption, l'accueil ou le rejet d'un nouvel arrivant. Chez plusieurs groupes, elles peuvent intervenir dans les conseils et influencer les chefs. Certaines femmes acquièrent même une reconnaissance guerrière lorsqu'elles participent à des raids ou accomplissent des actes de bravoure. Leur rôle spirituel est tout aussi déterminant. La garde de la pipe sacrée, par exemple, est assurée par des femmes. Investies d'une responsabilité qui dépasse de loin la simple dimension religieuse et qui engage l'avenir du peuple dans son ensemble. Cette morale s'exprime aussi dans la sphère guerrière. Contrairement à l'image véhiculée plus tard par la culture western, la guerre n'est pas pour les Sioux une quête de destruction, mais un espace où se vérifient le courage, l'honneur et la maîtrise de soi. Le geste le plus prestigieux, c'est le counting coup, qui consiste à toucher un adversaire avec la main ou avec un bâton sans chercher à le tuer. Cette action symbolise la capacité à affronter la mort sans céder à la violence gratuite. La bravoure n'est pas synonyme de brutalité, elle implique d'évaluer le risque, de respecter l'adversaire et de ne pas mettre inutilement en danger sa propre communauté. Les sociétés guerrières qui encadrent ces pratiques jouent aussi un rôle politique fondamental. Elles maintiennent l'ordre du camp, elles régulent les chasses collectives et elles peuvent même intervenir pour apaiser des tensions à l'intérieur de la tribu.
Enfin, les Sioux attachent une importance particulière à la sagesse des anciens. Dans une société où la connaissance se transmet par la parole et par l'exemple, les anciens détiennent la mémoire collective, les récits fondateurs, les enseignements moraux et les techniques essentielles de survie. Leur voix pèse dans les décisions, non pas en raison d'un pouvoir hiérarchique, mais parce qu'ils incarnent l'expérience accumulée. Cette relation aux aînés témoigne d'une vision du temps qui est fondée sur la continuité. Chaque génération hérite des responsabilités de la précédente et doit préparer la suivante. Ainsi, avant même d'être confrontés à la montée en puissance des États-Unis, les Sioux sont porteurs d'une culture profondément cohérente, où la spiritualité, la morale, les rôles sociaux, l'autorité des femmes et l'art de la guerre forment un tout uni par une même idée, maintenir l'équilibre du monde. C'est cette cohérence, fondée sur l'interdépendance et la responsabilité, qui leur permettra de traverser les épreuves à venir sans jamais perdre le cœur de leur identité. Deuxième partie, des forêts de l'Est aux prairies immenses. L'histoire des Sioux commence bien avant l'arrivée des Européens. Pendant des siècles, leurs ancêtres occupent les Woodlands orientaux, cette vaste région de forêts, de lacs et de marécages qui couvrent le Minnesota, le Wisconsin et la vallée du Mississippi. Les archéologues situent leur présence au moins dès le XIIIe siècle, mais les traditions orales suggèrent une ancienneté bien supérieure. Lorsque les Français entrent en contact avec eux au XVIIe siècle, l'Ochétichakowin, le Conseil des Sept Feux donc, existe déjà comme alliance structurée, rassemblant 7 peuples apparentés qui partagent une langue proche et un fond rituel commun. Dans ce monde forestier, les Sioux vivent de la chasse, de la pêche, de la récolte du riz sauvage et d'un cycle saisonnier très organisé. Ils évoluent dans une zone densément peuplée, où les alliances changent au gré des besoins, des échanges et des pressions militaires. L'arrivée du commerce des fourrures, puis des armes européennes, bouleverse cet équilibre fragile. Le XVIIe siècle voit se multiplier les conflits dans tout le Haut-Mississippi, notamment face à d'autres peuples, les Saulteaux, les Cris et les Assiniboines, mieux armés grâce à leurs liens avec les réseaux marchands du Nord. D'autres tensions opposent régulièrement les Sioux à divers groupes Anishinabeg, en particulier les Ojibwés et les Odawa. C'est dans ce contexte de tension que débute un mouvement migratoire déterminant. À la fin du XVIIe siècle, les Lakota, donc la branche la plus occidentale du Conseil des Sept Feux, commencent à s'aventurer dans les prairies. L'introduction du cheval, qui s'est diffusée vers le nord après la révolte des Pueblos en 1680 et l'effondrement temporaire du pouvoir espagnol au Nouveau-Mexique, change peu à peu le mode de vie des peuples des plaines. Les Lakota découvrent un monde ouvert, dominé par d'immenses troupeaux de bisons et comprenant des routes nouvelles menant vers le Missouri. Ce mouvement n'a rien d'un exode soudain. Pendant plusieurs générations, les Lakota oscillent entre leurs anciennes forêts de l'Est et les prairies, testant progressivement ce nouvel environnement. Ils reviennent régulièrement dans leur territoire d'origine, ils continuent de participer au réseau rituel et diplomatique du Minnesota, mais ils s'enfoncent chaque année un peu plus vers l'ouest. Leur adaptation est graduelle, ils apprennent les rythmes du bison, les routes d'eau, les manières de voyager à cheval, et ils développent de nouvelles stratégies économiques et militaires. Au milieu du XVIIIe siècle, juste avant l'indépendance des États-Unis, un cap est franchi. Les Lakota s'établissent durablement dans la vallée du Missouri, où vivent déjà des nations villageoises agricoles. Cette vallée devient très vite un carrefour vital. On y échange du bison contre du maïs, des chevaux contre des armes, des informations contre des alliances. Chacune des divisions Lakota explore et occupe un secteur différent, ce qui permet à l'ensemble de se déployer sur un territoire immense sans perdre sa cohésion. Mais cette migration vers l'ouest ne se résume pas à des opportunités matérielles, elle s'accompagne d'une reconfiguration religieuse et politique. La figure mythologique de femme bison blanc, dont on parlait tout à l'heure, devient un fil conducteur qui insiste sur l'équilibre, la responsabilité collective et la relation sacrée avec le bison. Et à mesure que les Lakota s'enfoncent dans les plaines, la région des Black Hills acquiert une importance grandissante.
Elle est perçue comme le cœur spirituel du monde. C'est une sorte de terre promise, mais aussi un refuge écologique durant les périodes de sécheresse. Bien avant que les États-Unis ne s'y intéressent pour leur or, les collines des Black Hills représentent pour les Lakota un espace sacré au sens le plus fort du terme. À la fin du XVIIIe siècle, ces transformations portent leurs fruits. Les Lakota, désormais pleinement peuple des plaines, contrôlent d'immenses territoires, fréquentent les postes de traite, s'allient ou s'affrontent avec les nations voisines et maîtrisent les routes qui relient le Haut-Missouri aux Black Hills. Leur mobilité, leur organisation politique décentralisée, leur capacité à absorber des influences extérieures et leur rapport étroit au cheval en font l'une des puissances majeures de l'intérieur nord-américain. C'est précisément à ce moment, en 1804, que l'expédition Lewis et Clark atteint leurs frontières. Elle ne rencontre pas un peuple isolé ou fragilisé, mais une société sûre d'elle, solidement implantée dans les Grandes Plaines et pleinement consciente de la menace que représente l'expansion américaine. Leur histoire entre alors dans une nouvelle phase où diplomatie, incompréhension et conflits vont désormais rythmer les relations avec les États-Unis. Troisième partie, premier traité. Lorsque l'expédition Lewis et Clark remonte le Missouri en 1804, alors pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite vraiment à écouter notre épisode 7, où je retrace l'histoire de la conquête de l'Ouest, parce qu'il vous aidera à mieux comprendre cet épisode. Donc, quand l'expédition Lewis et Clark remonte le Missouri, disais-je, elle ne traverse pas un territoire vierge ou marginal, mais un espace contrôlé de longue date par les Lakota. Aux yeux des explorateurs, ces derniers apparaissent comme l'une des puissances dominantes des Grandes Plaines. Population nombreuse, cavalerie redoutable, réseau d'alliances solides, contrôle stratégique des routes fluviales. La rencontre est de ce fait particulièrement tendue. Les Lakota savent que la navigation sur le Missouri constitue une source essentielle de richesse et d'influence, et ils entendent faire respecter leur autorité. Les membres de l'expédition, eux, perçoivent immédiatement la détermination de ce peuple, peu enclin à se laisser intimider par la jeune République américaine. Dès cet instant, chacun comprend que les intérêts des deux parties sont difficilement compatibles. La décennie qui suit confirme ce pressentiment. Les États-Unis, encouragés par l'achat de la Louisiane à la France en 1803, multiplient les expéditions, les postes commerciaux et les tentatives de nouer des alliances locales qui contournent l'influence des Lakota. À mesure que les trappeurs, les commerçants indépendants et les compagnies de fourrure pénètrent la région, les circuits économiques traditionnels sont bouleversés. Les Lakota tentent d'abord de contrôler ces nouveaux venus, comme ils l'avaient fait avec les Français et avec les Britanniques, mais la pression démographique et la logique d'expansion américaine compliquent leur stratégie. L'arrivée croissante de migrants américains dans les années 1820-1840 accentue encore le déséquilibre. Les pistes de l'Oregon et de la Californie amènent chaque année des milliers de chariots à travers les territoires des Lakota. La surchasse commerciale et l'expansion des colons accélèrent le déclin du bison dans certaines régions. Les épidémies, notamment la variole en 1837, qui touche gravement les Sioux, fragilisent profondément les sociétés des plaines. Dans cet environnement transformé, les Lakota se retrouvent à la fois dépendants du commerce américain et déterminés à préserver leur souveraineté, un équilibre de plus en plus difficile à maintenir. Face à ces tensions croissantes, le gouvernement américain recourt au traité pour tenter d'encadrer la situation. Plusieurs accords sont signés, souvent présentés comme des gages de paix et de bonne volonté. En réalité, ils servent surtout à sécuriser les routes migratoires et à préparer l'ouverture de nouvelles terres à la colonisation. Les autorités américaines entendent réduire la mobilité des peuples autochtones, imposer des frontières plus strictes et établir des relations hiérarchiques dans lesquelles les nations des plaines doivent se comporter comme des tribus amies, rattachées à l'autorité fédérale. Les Sioux, de leur côté, voient dans ces traités un moyen de limiter les intrusions et de protéger leur territoire de chasse. C'est dans ce contexte que le premier traité de Fort Laramie, signé en 1851, occupe une place centrale.
Pensé comme une vaste opération de pacification, il reconnaît officiellement aux Lakota, mais aussi aux Cheyennes et aux Arapaos, un immense territoire correspondant à une grande partie des Grandes Plaines du Nord. Sur le papier, ils semblent garantir leur souveraineté, leur droit de chasse et la protection de leurs terres traditionnelles. Les représentants américains promettent par ailleurs des compensations annuelles destinées à stabiliser la région et à encourager un climat de coopération. En 1862, au Minnesota, une décennie de tensions finit par éclater. Les Dakota, donc les tribus de l'Est, ont perdu l'essentiel de leurs terres après les traités de 1851 et 1858, qui les ont confinés dans une étroite réserve le long de la Minnesota River. Les représentants américains avaient promis des paiements annuels, des provisions et un soutien agricole destiné à faciliter la transition vers un mode de vie plus sédentaire. Mais ces engagements sont régulièrement retardés, détournés ou tout simplement ignorés. Des agents fédéraux et des marchands peu scrupuleux profitent de la situation, les dettes s'accumulent, les rations sont retenues, les produits livrés sont de qualité médiocre. L'année 1862 est particulièrement dramatique. Mauvaise récolte, afflux massif de colons, paiement bloqué par la guerre de sécession, famine grandissante. La détresse est telle que certaines familles Dakota fouillent les champs pour survivre. Dans ce contexte explosif, une altercation entre jeunes Dakota et colons provoque plusieurs morts et déclenche l'insurrection. 4e partie, la guerre Dakota. La guerre Dakota se déploie en quelques semaines. Les Dakota attaquent des postes et des fermes pour obtenir vivres et armes, mais la supériorité militaire américaine s'impose rapidement. La presse attise la panique et la répression est sévère. Plus de 1000 Dakota sont capturés et jugés lors de procès expéditifs. Sur les 303 condamnés à mort, Abraham Lincoln réduit finalement la liste à 38. Le 26 décembre 1862, les 38 hommes sont pendus d'un seul coup à Mankato, où l'on a construit un immense gibet pour l'occasion. Les survivants sont internés à Fort Snelling, puis déportés vers le Dakota du Sud, le Nebraska ou le Canada. Le Minnesota décrète ensuite l'expulsion définitive des Dakota. À partir de là, la rupture est totale. Pour les Dakota, 1862 signe la perte de leur territoire et le début d'un long exil. Pour les États-Unis, c'est une étape dans l'expansion coloniale. La mémoire de cette guerre, elle, continue de peser jusqu'à aujourd'hui. Cinquième partie, les guerres des plaines. Pour les Lakota des Plaines, les années 1860 à 1880 constituent l'un des tournants les plus décisifs de leur histoire. À cette époque, les États-Unis poursuivent sans relâche la conquête de l'Ouest. Ils veulent sécuriser les routes qui mènent aux mines d'or du Montana, puis celles qui traversent les Black Hills, ces montagnes sacrées au cœur de l'univers Lakota. Les Lakota, de leur côté, défendent un ensemble indissociable, leur territoire de chasse, leur souveraineté politique et leur centre spirituel. Ces deux projets, par nature incompatibles, mènent directement à une série de conflits qui redessineront durablement le continent. Les tensions éclatent d'abord autour de la piste Bozeman, un itinéraire récemment ouvert pour les migrants qui se dirigent vers le Montana. Cette route traverse en plein cœur le territoire de chasse que les Lakota partagent avec les Cheyennes et les Arapaos. Pour ces nations, elle constitue une violation manifeste des accords précédents. Les Américains, eux, décident d'ériger des forts pour protéger les voyageurs, aggravant encore la situation.
Red Cloud, un chef Oglala, prend alors la tête d'une vaste coalition et mène une campagne de guérilla qui surprend l'armée américaine par son efficacité. Entre 1866 et 1868, les attaques répétées, les embuscades parfaitement maîtrisées et une connaissance intime du terrain infligent aux soldats de lourdes pertes. L'épisode le plus célèbre est la bataille de Fetterman, en décembre 1866, au cours de laquelle une force Lakota Cheyenne attire un détachement américain dans un piège et élimine les 81 soldats présents. Jamais l'armée des États-Unis n'avait subi un tel revers contre une coalition des plaines. Cette succession de défaites oblige Washington à négocier. Le second traité de Fort Laramie, signé cette fois en 1868, marque une victoire immense pour les Lakota. Il garantit la fermeture de la piste Bozeman, l'abandon des forts, et reconnaît aux Lakota la possession exclusive des Black Hills, ainsi qu'un immense territoire couvrant une grande partie des Grandes Plaines du Nord. À ce moment-là, l'Alliance Lakota apparaît au sommet de sa puissance. Mais malheureusement, cette reconnaissance officielle n'est qu'une parenthèse. À peine quelques années plus tard, tout menace de s'effondrer. En 1874, l'expédition commandée par le colonel George Armstrong Custer explore les Black Hills et confirme la présence d'or. La nouvelle se répand immédiatement dans la presse. En quelques mois, des milliers de prospecteurs se ruent vers ces collines pourtant protégées par traité. Les Lakota demandent à Washington de faire respecter les termes de l'accord de 1868, mais le gouvernement ne déploie aucun moyen sérieux pour expulser les intrus. Au contraire, il propose aux Lakota d'acheter les Black Hills en présentant ça comme une simple formalité administrative. Le refus, évidemment, est unanime. Pour les Lakota, il ne s'agit pas d'un simple territoire. Les Black Hills, c'est l'origine du monde, le lieu du premier souffle, un espace sacré qu'on ne peut ni vendre ni céder. Face à ce refus, les États-Unis choisissent la force. En 1876 s'ouvre ce qu'on appellera plus tard la Grande Guerre Sioux. Plusieurs figures majeures émergent alors, chacune avec un rôle précis. Alors il y a Sitting Bull, chef Hunkpapa, qui s'impose comme le leader spirituel et politique de la résistance. Son influence, sa vision, son refus absolu de pactiser avec Washington en font un symbole de la souveraineté Lakota. Ensuite, il y a Crazy Horse, qui lui est un chef Oglala, qui devient l'un des stratèges les plus redoutés de la région, connu pour son courage, sa rapidité et sa capacité à déjouer les offensives américaines. Et enfin, il y a Gal, un autre chef Hunkpapa, qui lui se distingue comme un tacticien remarquable, capable de lire un champ de bataille avec une lucidité rare. L'affrontement décisif survient le 25 juin 1876 dans la vallée de la Little Big Horn. Le général Custer, convaincu d'affronter un groupe dispersé, se lance contre un immense campement regroupant Lakota, Cheyenne et quelques Arapaos. La bataille tourne rapidement à la catastrophe pour les Américains. Encerclés, isolés, Custer et l'ensemble de son détachement sont anéantis. Pour les Lakota, c'est une victoire éclatante, sans doute la plus spectaculaire de leur histoire militaire. Mais elle provoque aussi une réaction nouvelle du côté américain. Le gouvernement, déterminé à briser définitivement la résistance autochtone, mobilise des troupes beaucoup plus nombreuses et mène une campagne de harcèlement continu. À partir de 1877, la pression devient insoutenable. L'armée américaine poursuit les bandes Lakota sans relâche, les rations sont coupées et surtout, le bison, leur ressource vitale, est détruit à une vitesse dramatique par les chasseurs commerciaux encouragés par Washington. Entre 1877 et 1878, les grandes bandes se rendent les unes après les autres.
Crazy Horse, arrêté sous un prétexte douteux, est poignardé à Fort Robinson. Sitting Bull, accompagné de plusieurs centaines de Hunkpapa, tente de se réfugier au Canada, mais l'exil est difficile et il doit finalement se rendre en 1881. Les États-Unis en profitent pour s'emparer des Black Hills, bafouant le traité de 1868. La confiscation est imposée par une signature arrachée sous la contrainte, sans jamais atteindre le quorum légal exigé. Cette violation demeure l'un des épisodes les plus flagrants de non-respect des traités dans toute l'histoire des États-Unis. À l'issue de ces 2 décennies de conflits, les Lakota ne sont pas annihilés, mais profondément bouleversés. Leur monde a changé, leurs alliances ont été mises à l'épreuve, et leur lutte pour la souveraineté entre dans une nouvelle phase qui se déroulera désormais au sein des réserves. 6e partie, la vie dans les réserves. À partir des années 1880, s'ouvre pour les Lakota une nouvelle ère, celle de la vie imposée dans les réserves. Après les guerres, la destruction du bison et la perte des Black Hills, les États-Unis cherchent désormais à transformer en profondeur les nations des plaines en les rendant immobiles, dépendantes et donc faciles à administrer. Pour un peuple dont la force reposait sur la mobilité, sur la chasse et sur l'autonomie, le choc est immense. Placés sous la surveillance des agents fédéraux, les Lakota ne peuvent plus quitter la réserve sans autorisation. La distribution des rations devient un instrument de contrôle quotidien. Une famille jugée rebelle peut être privée de nourriture. Un camp considéré indiscipliné peut être puni collectivement. À cela s'ajoute l'effondrement de l'économie du bison, presque entièrement exterminé à partir de 1883. Les Lakota doivent s'adapter à une agriculture imposée sur des terres souvent pauvres, et cette contrainte s'aggrave encore avec le Dawes Act en 1887. Cette loi divise les réserves en petites parcelles individuelles, attribuées chacune à une famille, rompant avec la gestion communautaire traditionnelle du territoire. Une fois ces lots attribués, toutes les terres restantes, qui sont considérées comme excédentaires, sont immédiatement ouvertes à la colonisation blanche. Le résultat, bien sûr, est catastrophique. Près des 2/3 des terres autochtones sont perdues, pour ainsi dire volées, en quelques décennies. Les Lakota se retrouvent avec des parcelles insuffisantes, parfois arides, souvent éloignées des points d'eau, et qui ne permettent pas de reproduire leurs pratiques agricoles ou d'élevage. Le Dawes Act achève ainsi de morceler leur territoire, affaiblit leur cohésion sociale et ouvre la voie à une nouvelle vague de spoliation. Les autorités s'efforcent aussi de remodeler la vie sociale. Les sociétés guerrières disparaissent, les chefs traditionnels sont marginalisés au profit de conseils tribaux qui sont supervisés par Washington. Et les cérémonies centrales, comme la danse du soleil ou les quêtes de vision, sont interdites par le Code de criminalisation des rites indiens de 1883. Un peu bizarre pour un pays qui s'est construit autour de l'idée de liberté. Toutefois, malgré cette répression, une partie des pratiques spirituelles survit dans les lieux isolés, souvent à l'abri des regards. Des hommes sacrés continuent de transmettre les rites, parfois en les adaptant pour contourner l'interdit. La pauvreté et la dépendance deviennent le quotidien de la réserve et le modèle familial traditionnel, qui est fondé sur la parenté élargie, les rôles complémentaires et l'autorité des femmes, se heurte à l'idéal patriarcal imposé par les agents fédéraux. Maisons individuelles, agriculture sédentaire et écoles obligatoires. Alors on touche là d'ailleurs à l'un des aspects qui personnellement me terrifie le plus dans la gestion de ce que les USA appellent le problème indien.
À partir des années 1870, un système d'internat, ce qu'on appelle les boarding schools, impose une assimilation forcée dont l'objectif, formulé par Richard Henry Pratt, qui est fondateur d'un des pensionnats, celui de Carlisle, était de tuer l'Indien pour sauver l'homme. C'est-à-dire effacer l'identité profonde des autochtones pour n'en faire plus que des individus lambda au sein de la société assimilés à la culture américaine. Kill the Indian in him and save the man. Les enfants sont enlevés à leur famille sous la contrainte, envoyés loin de chez eux, parfois pour des années. Une fois arrivés, la rupture est totale. Leurs cheveux sont coupés, leurs vêtements confisqués et leur langue interdite. On leur impose un nom anglais, une discipline militaire et une éducation destinée à les éloigner de leur culture. Les pensionnats sont marqués par la dureté, punitions sévères, maladies, malnutrition et dans certains cas abus. Beaucoup d'enfants ne reviennent pas. Ce système provoque des blessures profondes. Toute une génération grandit loin de sa langue, de ses récits et de sa parenté, revenant souvent avec un sentiment de déracinement qui bouleverse les familles. Mais cette période n'est pas seulement celle d'un enfermement. Elle voit émerger une résistance discrète mais tenace. La langue continue d'être parlée en secret, les récits sont préservés, les cérémonies survivent de façon clandestine et certains Lakota trouvent des moyens de travailler hors réserve ou d'entretenir des liens intertribaux malgré les interdictions. Ainsi, même sous la contrainte, les Lakota réinventent leur forme de cohésion et s'efforcent de préserver l'essentiel de leur identité. La réserve, malgré sa violence structurelle, devient un espace où s'organise la survie culturelle d'un peuple décidé à ne pas disparaître. 7e partie, la danse des esprits. À la fin du 19e siècle, alors que les Lakota vivent désormais sous le contrôle étroit de l'administration américaine, un nouvel espoir commence à circuler parmi les nations autochtones des plaines. Depuis le Nevada, un prophète Paiute du nom de Wovoka affirme avoir reçu lors d'une vision un message venu du monde des esprits. Il annonce qu'une grande renaissance est proche. Les bisons vont revenir, les ancêtres vont ressusciter, les terres vont retrouver leur pureté originelle et l'ordre colonial va s'effacer. Pour préparer ce renouveau, il enseigne une danse rituelle, simple, collective, qui est répétée en cercle et qu'on appelle la Ghost Dance, la danse des esprits. Ce message d'espoir se propage à une vitesse incroyable. Chaque nation s'en empare avec ses propres attentes, ses propres blessures et ses propres interprétations. Pour les Lakota, frappés par la perte de leur territoire, par l'effondrement du bison, par les violences des réserves et par la famine qui sévit encore surtout l'hiver, cette promesse résonne de façon particulièrement profonde. La danse devient un refuge spirituel, une manière de maintenir l'espoir et de préserver une cohésion mise à rude épreuve. Des milliers de Lakota, notamment parmi les Minikonju et les Ongpapa, se mettent à danser, parfois des nuits entières. Dans le climat de tension de l'époque, les autorités américaines interprètent ces rassemblements, pourtant pacifiques, non pas comme un mouvement religieux, mais comme un signe d'insurrection. Les agents fédéraux, souvent mal informés et imprégnés de préjugés, voient dans la Ghost Dance une préparation à la guerre. La presse locale amplifie la peur, parle d'un soulèvement imminent et réclame davantage de troupes. Le gouvernement réagit en militarisant les réserves. Cavalerie, infanterie et unités spéciales se déploient autour des campements Lakota, et alors évidemment, l'atmosphère devient explosive.
cœur de cette inquiétude générale se trouve la figure de Sitting Bull. Bien qu'il ne soit pas à l'origine du mouvement, auquel il participe d'ailleurs pas, on le soupçonne de l'encourager. Pour les autorités, son charisme politique et spirituel représente un danger. Alors il faut savoir qu'à cette époque, l'administration américaine s'appuie souvent sur des policiers autochtones eux-mêmes, qui sont directement recrutés à l'intérieur des réserves. Ces hommes, qui sont placés sous l'autorité de l'Indian Agency, sont chargés de faire respecter les ordres fédéraux et d'éviter que les tensions internes ne se transforment en affrontements ouverts. Et donc ce sont eux qui, le 15 décembre 1890, tentent d'arrêter Sitting Bull dans son camp. La situation dégénère en quelques secondes, une foule affolée s'agglutine, un tir éclate, et Sitting Bull, qui n'est pas armé, est abattu. Sa mort agit comme une déflagration émotionnelle parmi les Lakota, qui voient disparaître l'un de leurs derniers grands leaders indépendants. Craignant désormais une explosion de violence, de nombreux Lakota cherchent refuge. Parmi eux, un groupe Miniconjou mené par Bigfoot, un chef réputé modéré, affaibli par la maladie et fermement décidé à éviter tout affrontement, prend la route vers Pine Ridge pour se placer sous protection. Mais en chemin, ils sont interceptés par le 7e régiment de cavalerie, envoyé pour maîtriser toute trace de Ghost Dance dans la région. Alors ce détail est décisif, parce que, souvenez-vous, le 7e de cavalerie, c'est ce régiment que commandait Custer lors de Little Big Horn, une unité encore hantée par le souvenir de cette défaite de 1876. Beaucoup de ces hommes nourrissent un désir de revanche, alors la tension qui entoure chacune de leurs interventions est palpable. Les soldats escortent alors les Miniconjou jusqu'à la petite vallée de Wounded Knee, où ils installent un campement improvisé sous surveillance constante. Cette situation créée par un régiment chargé d'histoire et de ressentiment contribue directement au climat explosif qui va suivre. Le 29 décembre au matin, l'armée tente de désarmer les Lakota. Les tensions sont extrêmes. Soldats nerveux, Lakota inquiets, incompréhension totale des intentions de l'autre. Lorsqu'un coup de feu part, alors on ne saura jamais vraiment d'où il est venu, les soldats américains paniquent et ouvrent le feu. Les mitrailleuses Hotchkiss, placées en hauteur autour du camp, balayent la vallée en quelques minutes. La scène devient un carnage. On comptera plus de 250 morts Lakota, en grande majorité des femmes, des enfants et des vieillards. Certains survivants raconteront que des soldats poursuivaient les fuyards dans la neige, tirant sur ceux qui tentaient simplement de s'échapper. Wounded Knee devient immédiatement l'un des symboles les plus sombres de l'histoire américaine. Pour les Lakota, c'est une blessure profonde, un traumatisme transmis de génération en génération. Dans l'armée américaine, en revanche, de nombreux soldats recevront la Medal of Honor pour cette opération, l'équivalent de la Légion d'honneur, ce qui reste encore aujourd'hui un sujet de controverse majeure. Cet événement marque généralement la fin des guerres indiennes, mais il ne marque pas la fin de l'histoire Lakota. À travers la douleur, l'exil et les politiques d'assimilation, les Lakota continueront de préserver leur langue, leurs rites et leur vision du monde. Wounded Knee n'est pas une clôture, c'est un point de bascule, à partir duquel la résistance prend d'autres formes, culturelles, spirituelles et politiques.
C'est aussi un rappel durable de ce que les Lakota ont traversé et de la manière dont ils ont persisté malgré tout. Huitième partie, le XXe siècle. Résilience, renaissance, révolte. Le début du XXe siècle est marqué pour les Lakota par une pauvreté extrême et par une succession de politiques fédérales qui continuent d'éroder leurs terres. Les agences contrôlent toujours les réserves, les rations et les déplacements, tandis que les rites traditionnels demeurent surveillés ou interdits. Les effets des pensionnats, eux, se font sentir dans toutes les familles. Perte de la langue, traumatisme, fracture générationnelle. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, la résistance culturelle se maintient. Les cérémonies se poursuivent en secret, les anciens transmettent ce qu'ils peuvent, et les liens communautaires demeurent un refuge essentiel. En 1934, un changement partiel s'opère, avec l'Indian Reorganization Act. Cette loi, qui marque un tournant après des décennies d'assimilation forcée, met fin au morcellement des terres imposé par le Dawes Act et encourage les nations autochtones à adopter de nouvelles structures de gouvernement tribal. Pour les Lakota, cela ouvre la possibilité de restaurer une autonomie limitée, de réorganiser leurs institutions et de soutenir une renaissance culturelle. Mais le geste, s'il va dans le bon sens, ne répare ni les traumatismes, ni les spoliations accumulées. Dans les années 1960 et 1970, une nouvelle génération d'autochtones s'engage dans le combat politique, inspirée par les mouvements pour les droits civiques. In Albuquerque, New Mexico, the National Congress of American Indians has been meeting to press for the Indians' rights as citizens. It's the largest meeting the organization has held, and its mood is angry. Many Indians fear the government still won't let them run their own affairs. Parmi eux, plusieurs Lakota jouent un rôle central dans l'American Indian Movement. Ils dénoncent la pauvreté chronique dans leurs réserves, les violences policières, mais aussi et surtout la non-application des traités. Leur message est clair, les nations autochtones n'ont jamais renoncé à leur souveraineté. En 1973, la situation atteint un point critique lorsque des militants et d'anciens combattants Lakota occupent Wounded Knee. We have declared Wounded Knee an independent country and a corporate state for the Oglala Nation. To present our Declaration of Independence, and we are asking that the United States government secede from the Oglala Nation and get the hell out of here. Le siège, qui oppose des manifestants au FBI et aux marshals fédéraux pendant 71 jours, attire l'attention internationale et révèle au grand public l'ampleur des injustices persistantes. La question des Black Hills reste encore aujourd'hui au cœur des revendications Lakota. En 1980, après des années de bataille juridique, la Cour suprême des États-Unis reconnaît que les collines sacrées, les Black Hills, ont été prises illégalement et donc propose une compensation financière. Mais les Lakota refusent cette indemnisation. Accepter l'argent, ça reviendrait à valider la perte d'un territoire qui constitue le centre spirituel de leur monde. Leur position, inchangée depuis plus d'un siècle, affirme un principe non négociable, les Black Hills ne sont pas à vendre. Au XXIe siècle, un renouveau Lakota se dessine. Des écoles immersives en langue Lakota se développent, les rites et les cérémonies connaissent une nouvelle vitalité, les tribunaux tribaux renforcent leurs compétences et les communautés s'impliquent dans des mouvements de défense de l'environnement, notamment contre les oléoducs menaçant leurs terres et leurs eaux. La souveraineté politique devient l'horizon commun de ces initiatives. Cette lutte contemporaine ne renvoie pas à un passé révolu. Elle prolonge des siècles de résistance et rappelle que les traités n'ont jamais perdu leur validité. Elle témoigne enfin d'une continuité. Malgré les violences subies, l'identité Lakota n'a jamais été détruite.
L'histoire des Sioux n'est pas seulement l'histoire d'une migration, d'une montée en puissance et d'une défaite militaire. C'est l'histoire d'une créativité politique, d'une capacité d'adaptation extraordinaire et d'une résistance culturelle qui traverse les siècles. De la forêt du Mississippi jusqu'aux Grandes Plaines, de la diplomatie à cheval jusqu'aux réserves, des traités bafoués à la Renaissance contemporaine, les Lakota n'ont jamais cessé d'exister selon leurs propres termes. Leur histoire, longue et complexe, reste aujourd'hui l'un des éléments les plus puissants de la mémoire et de l'identité de l'Amérique du Nord. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode hors série. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir les prochains. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres qui m'ont permis de préparer cet épisode sur l'article qui lui est consacré, sur notre site internet cheval-western.fr. Je tiens toutefois à citer ici les 2 ouvrages principaux sur lesquels je me suis appuyé, L'Amérique des Sioux de Pekka Hamalainen aux éditions Albin Michel et The Earth is All That Lasts de Mark Lee Gardner aux éditions Mariner Books. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Et puis, comme Orange, tout est plus agréable quand on partage, alors n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et je vous en remercie d'ailleurs, parce que c'est chouette de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir découvrir vos impressions. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où nous partirons à la rencontre du ranch Kanza Quarter Horse. Et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.